Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Marlène Schiappa. Bonjour. Bonjour à vous. Alors Jean Castex a donc présenté mercredi, c'était en Conseil des ministres, le projet de loi confortant les principes républicains. Qu'on appelait auparavant projet de loi séparatisme, un projet de loi qui va vous revenir avec Gérald Darmanin d'expliquer et de défendre devant l'opinion et au Parlement. Alors faut-il comprendre, Marlène Schiappa, que la République est en danger? Doit-il y avoir un consensus autour de cette volonté du gouvernement de conforter les principes républicains et la lutte contre la radicalisation? Et puis comment aussi retisser le lien entre la police et les Français? Ce sont une partie des questions auxquelles vous allez répondre pendant cette émission. Mais avant de vous retrouver, Marlène Schiappa, je vous propose d'écouter le portrait que fait de vous Judith Mergui. Ah. Bonjour Marlène, bonjour Frédéric. Alors, Marlène, j'imagine que vous connaissez l'exercice. Hein, moi, je dresse un portrait de vous, on rigole un coup, et puis après, je vous fous la paix, on va manger des beignets, parce qu'après tout, c'est quand même Hanouka. Enfin, ça, je sais pas trop si c'est séparatiste ou pas, donc vous me dites. Enfin, voilà. Alors, je vous réviens tout de suite, Marlène. Je suis pas hyper douée dans l'exercice du portrait politique. S'il me laisse le micro, c'est parce que je couche. Parfois même quelques bons mots sur le papier. Mais là, ils veulent me virer tous parce qu'il paraît que je suis pas assez cassante avec les invités. Pour moi, un bon portrait objectif, c'était forcément fait de 50 nuances de gris. Et bah surtout pas, vous voyez. En France, apparemment, si tu veux parler politique, il faut dézinguer avant d'écouter l'autre. Hein, et surtout, quoi qu'il arrive, jamais être d'accord, même si tu sais pas de quoi on parle. Bon, ils ont quand même tenté de me rassurer, hein, tous. On m'a dit, allez, bah, ça va, là, hein, avec elle, tu peux pas te louper. Si t'as Schiappa en cliente, là, tu vas avoir une autoroute pour tacler. Ah, qu'il est joli, ce monde où je suis censée me réjouir de sauver mon job grâce aux casseroles d'une jeune ministre. Bon, mais c'est comme ça, hein, Marlène, j'ai pas le choix. Donc là, je vous le dis, Marlène, je vais vous briser les os et je vais boire votre sang, ok ? Ok. Ah ouais, non, pardon, ça, je crois que c'était pour le portrait du rappeur Booba, qu'on reçoit peut-être bientôt. Pardon, je suis désolée, je me suis un peu cherche violent encore comme entrée en matière, mais je respecte. Merci, c'est sympa, parce que je me cherche encore. Alors, quand même quelques mots sur vous avant de vous abîmer le portrait, hein, mais alors profitez quand même, Marlène, parce qu'après ça va chier, je vous le dis. Voilà. Alors, Marlène, vous avez 38 ans. Ah, mais ça, c'est sympa, ça, 38 ans, jeunesse et modernité au service de l'État. Alors, parce que moi, en plus, j'en ai 34, et que... Pardon, dézingué, on a dit dézingué, ok, pas de problème. Alors voilà, 38 ans, est-ce que c'est un âge? Ça? Ouais, bon, je sais pas. Alors vous êtes diplômé de communication et nouveaux médias, mention écriture électronique. Mention quoi? Est-ce que ça a un rapport avec le correcteur automatique du iPhone? Parce que si c'est ça, vraiment, je suis hyper intéressée. Regardez, encore moi, avant-hier, là, justement au sujet de votre venue dans nos studios, j'écrivais à mon mari, j'ai pas envie de la blesser. Ça a envoyé, j'ai pas envie de la baiser. Mon mari a répondu. Alors. Oui, mais non, mais parce que mon mari a répondu dommage. Voilà. Donc voilà. apparemment, il n'a pas compris l'histoire de la polygamie interdite, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes maman de 2 petites filles et vous créez le célèbre blog Maman Travaille, un réseau de mères actives. Ouais, enfin, c'est parce que c'était un petit peu trop long, à mon avis, de dire réseau de mères sous l'eau qui crèveraient pour un martini dès 10h du mat et qui sont toutes sous Zoloft. Du côté de vos origines, ça se corse un peu. Ça s'italise aussi. Anciennement chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, vous êtes depuis juillet 2020 nommé ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté. Bon, alors là, votre titre actuel, Marlène, je sais pas trop ce que j'en pense. Oui, vous me l'autorisez, celle-ci, merci. Allez, voilà, si on la garde, on la garde. Presse, tout ça. Non, je vous le dis, c'est vrai que 2 fois le mot ministre dans un titre, ça fait louche. Voilà. C'est comme la reine-mère, la reine d'Angleterre, elle s'appelait la reine Elisabeth, la reine-mère, pour avoir 2 fois le mot reine. D'accord. Voilà. C'était la minute. Toute cette minute-là, vous la prenez pas sur mon temps, parce qu'après, moi, je vous le dis, je me fais virer. Ok, pardon, j'ai rien dit. Vous couperez. Je vous en prie. Vous êtes la bienvenue dans mon billet quand vous voulez. Alors, je disais qu'ensuite, citoyenneté dans ce titre, voilà, bon, ça fait quelques temps que, le citoyenneté, c'est un peu comme le sang gluten, hein, tu le fous n'importe où, ça fait plaisir à tout le monde. On sait pas tellement non plus ce que ça veut dire. Alors, pour vous dézinguer, puisque c'était comme ça, quand même pour ça qu'on était là, il y avait le choix, puisque tous mes collègues journalistes et humoristes s'en chargent tous les jours. J'avais plus qu'à faire un copie comique. Dites donc, vous, dès que vous ouvrez la bouche, hein, vous faites tout de suite la une des critiques. Vous savez, entre nous, Marlène, peut-être que vous cassez pas le sacrum à écrire des discours, faites juste des débuts de phrases, parce que de toute façon, après, on vous écoute plus. Alors, on attaque avec le top des reproches qu'on vous fait. Marlène Schiappa, on vous en veut parce que son père est trotskiste. Ah, la prochaine fois, Marlène, vous vous appliquerez un petit peu plus quand vous concevrez vos parents. Voilà, hein, désolée. Elle débarque avec des tenues pastel et des ongles vernis, parfois même des décolletés. Oui, mais sans quart, non? Enfin, je veux dire, elle fait pas la reine des shopping, elle est ministre, la dame. Bon. Alors, ensuite, on a
attendez, parce que là, on va peut-être arriver avec, enfin, à votre bilan politique. Elle vient avec ses cheveux ondulés, bouclés ou en pétard. Oui, réfléchissez 2 secondes quand même avant de lui imposer un coiffeur, parce que je vous rappelle que celui d'Hollande, il nous coûtait 10 000 balles par mois alors qu'il avait que 3 poils sur la tête. Donc là, si on lui envoie Marlène, je sais pas combien ça nous faire. On dirait qu'elle sort d'une télé-réalité. Ah bah oui, mais ça c'est le cas, parce que le gouvernement, on avouera quand même que c'est un peu Secret Story ou la Villa des rêves brisés. Hein. Après les ch'tis à Mykonos. Pourquoi? Qui est la voix? Qui fait la voix? À l'Élysée, j'aimerais bien que vous nous disiez. Après les ch'tis à Mykonos, pourquoi vous créez pas les Corses à l'Élysée? Sérieux, il y a moyen qu'on se marre. Ouais. Alors, elle écrit et publie des livres érotiques. C'est vrai? Je crois un genre de Chiapa Sutra? Mais joli, celle-là, on l'avait jamais regarde celle-là, vous voyez. Regarde. Mais dites-moi, c'est plutôt génial, moi, ça, je trouve. Et puis à la limite, vous savez quoi, Marlène? Moi, je préfère à la limite vos conseils à vous, parce que vous imaginez si on laisse ce dossier à Mélenchon? La République et l'orgasme, c'est moi! Coquin insoumis. Bon, alors voilà, et ça continue comme ça, la liste des critiques continue. On vous traite d'hystérique ou encore vous reproche l'exubérance d'un retard de 6 minutes. En fait, on vous reproche d'être une femme, je crois. Eh bien, vous voyez, Marlène, moi, je voulais vraiment vous détester. Vraiment, j'y ai mis du cœur. Mais à force de critiques futiles et d'acharnement à vous discréditer, vos détracteurs m'ont justement donné envie de vous apprécier. En tout cas, de vous reconnaître être une femme enthousiaste, dynamique et volontaire. Le genre dont ce pays a besoin, il me semble. Moi, je suis OK pour débattre la prochaine fois de vos résultats, mais pour ça, je propose qu'on vous lâche la grappe 2 minutes et qu'on vous laisse bosser. Un dernier mot, par contre. On vous reproche aussi une grande proximité avec le couple Macron. Là, pour le coup, j'espère que c'est pas qu'une rumeur, parce que je viens clairement de perdre mon job, donc il faudra penser à faire passer mon CV. # sororité. Merci beaucoup. Ça marche, je le ferai avec plaisir. Il vous a plu ce portrait? C'est très beau, très courageux et même un peu touchant honnêtement, parce que c'est vrai que la dézingue facile, singulièrement quand on est une femme, c'est facile de copier-coller les critiques des autres, et là il y a beaucoup d'humour et de 2e et 3e lecture, donc je trouve ça très fort comme style. Voilà, bravo. Eh ben merci, je crois que je viens de vendre 2 places de spectacle supplémentaires. Je vous laisse travailler, merci. Merci à vous surtout. Alors là, on va passer de l'humour aux choses sérieuses. Allez. Marlène Schiappa. Encore une manifestation hier à Paris. Est-ce que Paris peut se permettre comme ça, tous les week-ends, une manifestation jusqu'à Noël et au-delà? Je crois que la situation elle est assez compliquée parce qu'on a d'une part la liberté de manifester qui est importante en France, et on sait très bien que si on interdit les manifestations, un certain nombre de personnes râleront et ils auront probablement raison de le faire, mais en même temps il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont besoin de se réapproprier le cœur de ville, des commerçants qui ont été fermés pendant des semaines, des mois, et qui ont besoin de pouvoir dire des maintenant... années, Gilets jaunes, ça remonte à 2 ans. Ouais, vous avez raison, si on cumule gilets jaunes, confinement, pandémie, etc. Donc moi je crois qu'on a aussi besoin de laisser les cœurs de ville respirer et de faire en sorte que chacun, singulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année, puisse retrouver la pleine possession de son cœur de ville en dehors des différentes manifestations. Respirer et sans violence. Absolument. Il y en a peut-être un peu beaucoup. Les Français doivent se dire, les Parisiens doivent se dire, il y en a marre de ce foutoir. Mais oui, et je pense qu'on est surtout dans une période, effectivement, vous avez raison, le mot de violence, il est approprié. Je pense que là, on est dans une période de fête de fin d'année qui va être difficile. Il y a beaucoup de familles qui vont pas pouvoir se retrouver, des personnes âgées qui vont rester toutes seules. On a besoin quand même d'un peu de douceur et d'esprit de Noël, et ça passe aussi par les promenades dans les rues de façon sereine et en dehors de différents actes de violence, que ce soit contre les personnes ou contre les biens ou les vitrines. Et alors, puisque vous êtes ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ces dossiers-là, ils sont aussi parmi votre domaine de compétences. Pourquoi ne pas imaginer des manifestations, non plus au centre des villes, au centre de Paris, comme hier, mais pourquoi pas au Bois de Boulogne ou au Bois de Vincennes? C'est possible? Vous le souhaitez ou pas? Bon, on peut tout imaginer. Moi, je pense pour que éviter que ça casse. La décision, elle appartient in fine aux préfets qui connaissent la réalité de leur territoire, et notamment à Paris ou en Ile-de-France, qui regardent quels sont les itinéraires qui correspondent à la fois à la demande des manifestants, mais aussi aux réalités des contraintes de sécurité. Est-ce que ça peut leur être imposé aux manifestants ou pas? Les préfets sont fondés à partager des itinéraires de manifestation, absolument, y compris à les interdire quand il y a des risques de troubles à l'ordre public. Bois de Boulogne, Bois de Vincennes, c'est une bonne idée ou pas? Il ne m'appartient pas de donner un avis empirique. Je pense qu'il faut regarder au cas par cas sur les manifestations, les souhaits des uns et des autres. Les violences policières, ça vous parle ou pas? Moi, je ne crois pas qu'on puisse parler du terme de violence policière. Pourquoi? Parce que quand on parle de violence policière, c'est comme quand on parle de racisme d'État. Ça désigne des régimes politiques qui sont fondés sur
l'apartheid, la discrimination institutionnalisée, par exemple, et sur le fait que la police fasse des arrestations arbitraires qui ne soient ni contrôlées, ni justifiées, etc. En France, il y a une police qui fait son travail de maintien de l'ordre, de gardien de la paix, qui protège l'ordre républicain. Et l'ordre républicain, il empêche l'ordre des clans d'exister. S'il n'y a plus de police, comme le revendiquait M. Mélenchon, si on enlève la police, bien ça veut dire que chacun... Il dit on désarme la police aussi. Hein. Oui, et puis il a dit à un moment, on n'a qu'à supprimer la police ne sert à rien, etc. Si on supprime les forces de l'ordre de notre pays, ça veut dire que chacun se protège. Donc on est dans les riches qui pourront se payer une sécurité privée et les pauvres qui seront jetés à volo dans un endroit qui n'est pas sécurisé. Donc c'est aussi le rôle de la police de la République de protéger chaque citoyen, qu'il soit pauvre ou riche, quelle que soit son origine, quelle que soit sa classe sociale. Mais par rapport à la question précédente sur les manifestations, est-ce que vous dites jusqu'à Noël, ça suffit, il ne faut plus de manifestations dans les rues des grandes villes, notamment de Paris? Non, je ne dis pas ça parce que, comme je disais, c'est au cas par cas. Et il est important dans une période où un certain nombre d'élections partielles sont repoussées, où il est plus difficile de se manifester, que l'exercice de la démocratie puisse continuer. Ça passe aussi par la liberté de la presse, ça passe aussi par la contestation. Donc moi, je suis membre du gouvernement, mais je souhaite que les gens qui ont la volonté de contester le gouvernement puissent le faire, bien sûr, dans le respect de l'ordre public. Et donc là aussi, ce sera une décision territoriale. Possibilité de manifester, contestation, il y a aussi la contestation violente, voire terroriste. 7 personnes liées à la mouvance d'extrême gauche ont été déférées, c'était vendredi, pour tentative d'attentat terroriste contre la police. Est-ce qu'il y a un problème, Marianne Schiappa, avec l'extrême gauche? Oui, je crois qu'il y a un problème avec une partie de l'extrême gauche qui a perdu sa boussole et qui n'a d'ailleurs de gauche plus que l'appellation. Quand on voit un certain nombre de partis d'extrême gauche, le NPA notamment pour ne pas le citer, qui décide, dans le cadre de la loi pour conforter les principes républicains, de faire une communication en disant que eux sont féministes et que parce qu'ils sont féministes, ils ne veulent pas qu'on interdise les certificats de virginité ou qu'on renforce la lutte contre la polygamie et les mariages forcés. Ouais. Je trouve que c'est une inversion des valeurs. C'est raciste au fond. C'est raciste parce que c'est se dire il y a des femmes à qui on ne demandera jamais un certificat de virginité et qui sera jamais soumise à un mariage forcé. Bon, et d'autres femmes qui sont menacées de cela, et ben on les laisse aux griffes de la communauté radicalisée qui va les menacer de ces pratiques-là. Je trouve que ça veut dire qu'ils considèrent qu'il y a des femmes qui ne méritent pas d'avoir accès aux droits des femmes comme les autres, et ce raisonnement-là, il est raciste. Donc l'extrême gauche qui défend cela est raciste. L'extrême gauche est raciste globalement ou cette extrême gauche-là? On voit vous parlez du NPA ou vous parlez aussi de la France Insoumise? On peut mettre dedans une certaine frange d'une partie des personnes de la France Insoumise qui ont cette idéologie indigéniste. À partir du moment où on juge les gens en fonction de leur couleur de peau, de leur origine ou de leur religion, on est raciste. Et ça, qu'on soit d'extrême droite et qu'on juge qu'il y ait des personnes qui sont des sous-citoyens parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont arabes, ou qu'on soit d'extrême gauche et qu'on considère qu'il est normal de tenir des propos antisémites ou que parce qu'on est blanc, on est forcément coupable de quelque chose. C'est une tenaille identitaire pour reprendre les propos de Laurent Bouvet. Alors on va en parler de votre projet de loi parce que c'est lié à votre projet de loi dans quelques instants. On parle aussi de l'actualité de ce week-end. Donc il y a eu ces manifestations hier. Il y a toujours et encore la crise sanitaire. Nous entrons mardi dans une phase de couvre-feu. Est-ce que vous comprenez d'abord la lassitude des Français, la lassitude aussi des jeunes et la colère du milieu culturel? Oui, je la comprends parce que je sais quand on est artiste, quand on travaille dans l'événementiel et qu'on avait tout préparé pour potentiellement rouvrir le 15 et qu'en fait on ne pourra pas partager un spectacle avec son public, je comprends qu'on soit profondément déçu et même meurtri. Les artistes, ce sont des gens qui ont fait un choix de vie et qui ont choisi de ne pas mettre le fait de gagner de l'argent au-dessus de tout, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne vivent pas avec des revenus mirobolants, mais qui se disent on est artiste, pour nous la priorité c'est créer, jouer, interpréter et avoir une relation avec notre public. Et quand on les prive de ça, c'est comme les priver d'oxygène. Donc je comprends vraiment leur colère, mais il faut aussi que chacun d'entre nous comprenne qu'on fait ça pour protéger les personnes les plus fragiles et pour éviter qu'il y ait de nouvelles morts du Covid pendant cette période de fin d'année. Avec peut-être quelque part un problème de confiance autour du vaccin. Est-ce que pour redonner confiance aux Français, il ne faudrait pas que le gouvernement, les ministres, pourquoi pas vous, se fassent vacciner en public? Pourquoi pas? Moi je crois que ce qui est important pour donner vous le souhaitez? Est-ce que vous dites à Olivier Véran, Emmanuel Macron, Jean Castex, allez, on y va, on se fait vacciner, on montre en Français qu'on n'a pas peur? Moi, je n'ai pas d'ordre à donner à mes collègues et aux chefs du gouvernement. Moi, en tout cas, je me ferai vacciner. Je l'ai dit, dès lors que le vaccin sera mis sur le marché, qu'il aura eu toutes les autorisations. Il ne faut pas que les ministres se fassent vacciner au moment où la vaccination va commencer. Il y a deux choses. Si vous voulez, on est dans une telle période de confusion et de complotisme que si les ministres sont vaccinés d'abord, on va dire il y a des vaccins pour les ministres et pas pour le reste de la population. Pourquoi vous êtes privilégiés? Et si on ne se fait pas vacciner, on va nous dire
dire vous voyez, il y a un truc, les ministres se font pas vacciner, donc c'est qu'il y a quelque chose. Ça. Voilà, donc moi je dis très humblement qu'à titre personnel, moi je me ferai vacciner. Je crois dans la raison, je crois dans la science. Je pense que le vaccin, il a permis d'éradiquer un certain nombre de maladies de la surface de la Terre, ou en tout cas de limiter leur impact. Et le vaccin, je dis aux gens qui nous écoutent et qui ont peut-être des craintes qui sont légitimes, c'est un rapport bénéfice-risque. C'est-à-dire quels sont les effets secondaires et est-ce qu'on accepte d'avoir ces effets secondaires parce qu'ils sont moins graves et moins risqués que d'attraper la maladie contre laquelle on se fait vacciner. C'est comme quand on se fait un vaccin contre la fièvre jaune avant d'aller en Afrique et qu'on est malade un peu en effet secondaire 24 heures, mais ça nous évite d'avoir une maladie qui a des conséquences gravissimes. Alors on passe de l'Afrique à la France, on revient en France. La jeune Mila qui a été exclue de son collège militaire, on la blâme parce qu'elle est menacée de mort par les islamistes. Est-ce que c'est ça la République ? Marlène Schiappa. Non, la République, ça peut pas être ça et ça ne doit pas être ça. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai fait un article 40, donc un signalement au procureur de la République les dernières semaines pour encore mieux protéger cette jeune fille Mila parce qu'elle était de nouveau la cible de menaces de mort. Donc moi, je suis en lien avec mon collègue Jean-Michel Blanquer et avec l'Éducation nationale pour trouver dans les meilleurs délais une solution parce que là, c'est la double peine. Donc un établissement, hein. Exactement. C'est la double peine pour cette jeune fille. Elle est menacée de mort et donc elle est privée de scolarité parce qu'elle est menacée de mort. Mais le problème ne vient pas de son collège ? Alors moi j'entends qu'on me dit j'ai demandé un dossier, donc j'attends d'avoir le dossier complet avec les éléments, y compris l'établissement scolaire, parce qu'on nous dit qu'il y a des enjeux de sécurité, qu'elle n'est peut-être pas en fait renvoyée, mais voilà, donc j'attends d'avoir tous les éléments pour me prononcer sur cela en particulier, mais de façon empirique, il faut que tous les jeunes puissent suivre une scolarité normale et je dirais qu'on leur doit 2 fois plus la scolarité si en plus ils sont victimes de menaces de mort de ce type. Alors il y a aussi cette... on reparle aujourd'hui de Samuel Paty. Les institutions n'ont pas su protéger Samuel Paty. C'est l'avocate de la famille du professeur assassiné qui le dit et qui estime qu'une erreur grave d'appréciation de la situation a été commise par les autorités. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous pourriez reprendre ces accusations à votre compte ? Et qu'est-ce que vous attendez de la justice dans cette affaire ? Moi, j'attends de la justice la vérité. Et donc là, il y a une séparation des pouvoirs. Il faut que la justice puisse justement enquêter, écouter tout le monde et se prononcer. Mais l'idée, pour moi, c'est pas de nier ce qui est dit dans cette interview au journal Le Monde. Au contraire, je pense que la pire chose qu'on pourrait faire, c'est de dire non, tout va bien. Si tout allait bien et que tout était formidablement bien tenu et géré en la matière, jamais un professeur n'aurait été décapité à 17h en pleine rue. Donc ça veut dire que depuis 30 ans, il y a des échecs sur un certain nombre de sujets. C'est la situation que le gouvernement prend à bras le corps. J'étais avec le Premier ministre Jean Castex, avec Gérald Darmanin et Jean-Michel Blanquer il y a quelques jours à Évry pour présider une CLIR, une cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Et à cette occasion, nous avons ravivé les cellules de valeurs de la République qui sont rattachées dans tous les rectorats et qui permettent justement d'avoir des gens vers qui se tourner quand, comme le professeur Samuel Paty, on est démunis parce qu'on a voulu défendre la liberté d'expression dans un cours. Est-ce que vous considérez que votre projet de loi confortant les principes républicains aurait pu éviter les 3 derniers attentats qu'on a connus en France, dont l'assassinat de Samuel Paty ? Je ne veux pas le dire de cette manière, parce que je pense qu'il serait irrespectueux pour les victimes de dire si on avait fait cette loi, personne n'aurait été tué. Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce projet de loi, il fait tout pour éviter que de nouveaux drames se produisent. Mais hélas, on fait face à une menace telle, et à une menace qui a évolué, et qui est maintenant en grande partie endogène. Pour reprendre les propos de Gilles Kepel, qui est un expert reconnu sur ces sujets, on a maintenant du djihadisme d'ambiance, et des gens qui ne sont pas aux prises avec un réseau de radicalisation, mais qui tout seuls chez eux, devant leur téléphone, devant leur ordinateur, se radicalisent et prennent les éléments pour passer à l'acte de façon violente. Anzorov, manifestement, il était tout seul. Donc l'assassin de Samuel Paty. Exactement. Et qui a été traité comme un héros, enterré comme un héros en Tchétchénie. Oui, c'est absolument inacceptable. Et de la même manière, quand on voit que des femmes et des personnes ont été égorgées alors qu'ils étaient dans une église en train de prier au petit matin par un individu, là encore manifestement, d'après les éléments dont on dispose, qui serait seul. Et donc là, vous parlez de Nice. Hein, exactement, seul à commettre son acte. On voit à quel point une personne seule peut être un danger lorsqu'elle est radicalisée de façon violente. Et d'ailleurs, vous entendez lutter contre le cyber-islamisme. Oui, c'est pour ça d'abord qu'on a renforcé les moyens de Pharos, la plateforme de signalement des contenus terroristes, antisémites, pédocriminels, etc. J'ai également installé la semaine dernière un officier de gendarmerie, c'est une première, dans une association qui s'appelle Point de Contact et qui fait aussi les signalements auprès des réseaux sociaux de ces contenus violents. Et puis nous allons créer début 2021 une unité de contre-discours républicain qui est dirigée par le préfet Christian Gravel, qui a été directeur de cabinet de Manuel Valls notamment, et qui a travaillé sur le projet Stop Djihadisme dans le passé, qui nous
nous permettra d'apporter des réponses sur les réseaux sociaux et de mener ce combat culturel. Alors, votre projet de loi, il traite notamment de la lutte contre la polygamie, contre l'excision, contre les mariages forcés, les certificats de virginité. Est-ce que vous ne trouvez pas, Marlène Schiappa, que les féministes sont trop absentes de ce combat contre l'islamisme médical, notamment quand il vise les femmes ? Moi, je pense qu'on a besoin de toutes les féministes pour mener ce combat. Et effectivement, il y a une partie politisée de ce mouvement, celle qui rejoint l'extrême gauche, et ça rejoint la discussion que nous avions précédemment, qui ne se fait pas vraiment entendre. Et voilà, je trouve que là aussi, on a une vraie inversion des valeurs, parce que je crois que dire que une jeune fille n'a pas à certifier de sa virginité avant d'aller se marier, comme si c'était un cheval à qui on va vérifier les dents, je crois que c'est être féministe. Dire qu'on ne peut pas marier de force une jeune fille et que donc il faut empêcher que le mariage forcé d'une jeune fille se tienne, c'est un combat qu'on mène dans les pays d'Afrique. On doit être capable de le mener aussi en France. Il y a 200 000 femmes en France qui vivent dans des mariages forcés. Donc on a besoin que toutes les féministes s'engagent encore plus fortement dans ce combat. Et on a lu des choses assez bizarres sur les réseaux sociaux par rapport à ce que vous préconisez dans la lutte contre la polygamie et tout ce qu'on vient de citer. Oui, alors à chaque fois que je dis quelque part, il faut renforcer notre lutte contre la polygamie, et la mesure, c'est qu'on retirera le titre de séjour des personnes qui sont polygames. Il y a toujours des gens pour me dire « Oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à 3, vous allez interdire... » Alors, on vous dit les plans à 3 ? Absolument, moi je veux rassurer tout le monde, on va pas interdire les plans à 3, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour, les troupes, tout ce que vous voulez. Comment vous faites alors pour les mesures de distanciation dans les plans à 3 ? Alors ça regarde chacun, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une liberté amoureuse, une liberté sentimentale, une liberté sexuelle, la France, pays du libertinage, etc. Mais la polygamie, c'est autre chose. Mais la polygamie, c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que quand on contracte un mariage, eh bien, on a droit à un certain nombre de droits de la famille, de droits en matière d'héritage, filiation, etc. Et la situation de polygamie, elle appauvrit les droits de nombreuses femmes qui parfois ne sont même pas au courant, d'ailleurs, qu'elles sont en situation illégale. Et ce sont les contrôles parfois de la CAF qui le mettent au jour. Alors vous citiez ce que dit le site d'extrême gauche, Révolution Permanente, il y a quelques instants, et donc il critique le projet de loi, votre projet de loi en ces termes: polygamie et interdiction des certificats de virginité à l'occasion de la présentation du projet de loi contre les séparatismes, et sous prétexte de lutter contre les droits des femmes, Marlène Schiappa a ressorti son discours xénophobe. C'est terrible, parce que là, on est exactement dans l'exemple de ce que j'évoquais, c'est-à-dire une inversion des valeurs. C'est-à-dire, eux considèrent donc, si on regarde leur texte, ils considèrent donc qu'il ne faudrait pas lutter contre les mariages forcés, qu'il faudrait laisser ceux qui pratiquent les certificats de virginité les pratiquer. Vous savez, c'est pas quelque part de l'électoralisme, ça ? Mais ça, c'est la même logique que celle, par exemple, du député Aurélien Taché, qui avait expliqué qui était En Marche au départ, voilà, et qui disait aussi la polygamie, pourquoi pas. Et qui, Dieu merci, n'y est plus, et qui avait dit non seulement la polygamie, pourquoi pas, avant de revenir sur ses propos, et surtout, vous souvenez cette affaire de l'oncle et des parents qui ont tondu et torturé une jeune fille parce qu'elle était amoureuse d'un jeune homme qui n'avait pas la même religion qu'elle. Eh bien, il s'est trouvé des gens, Aurélien Taché, l'extrême gauche et d'autres, pour dire non, mais après tout, c'est stigmatisant de dire qu'il faut pas tondre sa nièce. Non, mais où on est à quoi, à quelle compromission sont-ils prêts À quelle compromission sont-ils prêts pour nous faire passer pour des xénophobes, alors que ce sont eux qui ont ce raisonnement identitaire? Et alors, quand vous lisez dans Le Monde, Marlène Schiappa, qu'en ce qui concerne l'islamisme et le séparatisme, je cite Le Monde, l'offensive des laïcards a été payante, et je cite, que les partisans d'une laïcité offensive se félicitent de l'évolution d'Emmanuel Macron sur le sujet. Moi, je suis choquée par ces termes. Dans Le Monde, Moi, dans Le Monde. Comme vous le savez peut-être, moi, j'ai coécrit un livre avec Jérémy Pelletier, qui est le directeur des études de la Fondation Jean Jaurès, qui travaille auprès de Gilles Finkelstein et de Laurent Cohen. On a coécrit un livre qui s'appelle Laïcité, point, dans lequel on explique justement que la laïcité, elle ne doit pas être adjectivée. Il n'y a pas de laïcité combattant, de laïcité apaisée, il y a la laïcité, point. Et tout le reste, ce sont des fausses définitions qu'on essaie de lui donner. Mais moi, je suis choquée que dans le débat public, on tente de renvoyer dos à dos les islamistes qui commettent des attentats, qui égorgent, qui pillent, qui tuent, qui en Irak réduisent les femmes avec Daesh à l'esclavage sexuel. On les renvoie dos à dos avec les défenseurs de la laïcité. Et on les appelle laïcistes, c'est péjoratif. Exactement, mais même laïcard, historiquement, ce terme a un sens. Et donc dire qu'il y aurait des laïcistes et que le danger en France aujourd'hui, ce seraient les gens qui défendent les valeurs de la République, qui défendent la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité, donc aussi d'ailleurs la liberté de conscience et la liberté de culte,
C'est nous les dangers. Mais les laïcs, les laïcards, si on veut, en France, ne sont pas en train de préparer des attentats. Ils mènent un combat culturel pour la liberté de chacun. Je pense que c'est louable et que c'est indigne de les renvoyer dos à dos avec les terroristes islamistes. Alors, au passage, la députée LaREM des Yvelines Aurore Berger va déposer un amendement interdisant le port du voile aux petites filles. Est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce que le gouvernement sera derrière cet amendement ? Alors, je ne sais pas quelle sera la position du gouvernement. Non, mais vous êtes ministre, vous allez défendre ce projet. Oui, qu'est-ce que vous allez je vais faire ? vous donner ma position, mais je veux dire avant tout, parce que si je ne le faisais pas, ça me serait reproché, je porte ce projet de loi auprès de Gérald Darmanin, sont impliqués aussi Éric Dupond-Moretti, Jean-Michel Blanquer, d'autres ministres sous l'autorité de Jean Castex, et donc moi, philosophiquement, je ne comprends pas le projet qui vise à faire porter un voile à des petites filles de 4 ans. Je ne le comprends pas et je ne le cautionne pas. Je ne pense pas qu'il soit souhaitable que dans notre société, on ait des petites filles dans des poussettes, parfois même des bébés, qui soient voilés. Maintenant, est-ce que cet amendement d'Aurore Berger et Jean-Baptiste Moreau doit se trouver dans ce projet de loi-là ? Je ne sais pas quelle sera la position du gouvernement. Il faut qu'on ait une discussion là-dessus pour savoir si c'est vraiment dans ce projet de loi qu'il convient de légiférer. Et ensuite, il y a un certain nombre de questions, y compris juridiques et constitutionnelles, qui se posent sur l'âge, etc., etc. Mais le débat parlementaire est là pour ça. Voilà, le débat parlementaire est là pour ça. On verra ce que voteront les députés. On passe de l'Assemblée au Sénat. Bruno Retailleau, en ce qui concerne l'interdiction de la scolarisation à domicile, il dit c'est une mesure liberticide. Alors, on a évolué sur cette mesure. Et je veux le dire parce qu'on a vraiment entendu et écouté les représentants de l'instruction à domicile, l'instruction en famille qui se sont exprimés. Nous, on dit quoi ? On dit que l'école, c'est le lieu de l'émancipation. C'est l'endroit où on va rencontrer d'autres élèves qui sont élevés dans d'autres familles, qui parfois ont d'autres religions, d'autres modes d'éducation. C'est la rencontre de l'altérité. Et on dit qu'il y a une inégalité terrible entre un enfant qui a eu une instruction et qui a 10 ans et un enfant qui a le même âge et qui vit dans une famille qui l'a endoctriné, parfois avec des dérives sectaires importantes. À ça, nous répondent un certain nombre de parents. Mais nous, on n'a pas des enfants zombies, on n'a pas des enfants non déclarés, on n'est pas dans des dérives sectaires, on a juste des projets pédagogiques différents et on veut pouvoir avoir des dérogations pour pouvoir continuer cette instruction. Donc, le compromis trouvé par le gouvernement, c'est de dire qu'il y a un principe. Ce principe, c'est que la place d'un enfant est à l'école. L'école est bonne pour les enfants, mais qu'il peut y avoir des dérogations. S'il y a un enfant en situation de handicap grave, qui a été victime d'un harcèlement scolaire, qui a besoin d'un temps avant de revenir en cours, d'un enfant qui a des parents qui sont dans une situation dite d'itinérance, c'est-à-dire des parents qui font le tour du monde, des parents qui sont mutés d'un mois à l'autre et qui changent énormément d'endroits et de lieux de localisation. Donc tout ça sera étudié vraiment au cas par cas et des dérogations seront possibles. Les dérogations sont possibles. Alors il y a les critiques, on va parler de quelques critiques concernant votre projet de loi. Xavier Bertrand, il considère que cette loi ne contient pas de mesures suffisamment puissantes pour éradiquer l'islamisme. Je crois que depuis le début de cette émission, vous lui avez répondu. Et puis, il y a cette offensive de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise contre ce projet de loi, contre votre projet de loi. Mélenchon qui dénonce, je le cite, vos intentions de stigmatisation à l'égard des musulmans. Mais qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, puisque vous venez de la gauche comme lui, hein. Bien sûr. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon s'exprimer sur les prises de parole du président de la République, moi, parfois, j'ai l'impression qu'il a préparé ses réactions avant, tellement elles tombent complètement à côté de la plaque par rapport à la prise de parole du président. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs au Muro. Au Muro, le président de la République fait une prise de parole longue, équilibrée. Le 2 octobre. Hein. Exactement, dans laquelle il explique qu'on va lutter contre l'islamisme radical. Il explique aussi qu'on doit d'ailleurs mieux intégrer et notamment faire en sorte de mieux financer les recherches sur les civilisations musulmanes, etc. Et Jean-Luc Mélenchon nous explique que c'est anti-musulman. Mais même Mélenchon n'avait jamais proposé de mettre 10 millions d'euros pour financer l'enseignement supérieur. Donc, et la recherche sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, il y a de l'opposition politique pavlovienne, bête et méchante. Quoi. Et absolument, en fait, moi, j'observe que Jean-Luc Mélenchon, qui auparavant était un républicain, me semble maintenant manifestement tiraillé entre une ligne républicaine qui survit tant bien que mal dans la France insoumise et une ligne indigéniste qui vise à s'adosser à ce type de combat. Elle est majoritaire, la ligne indigéniste à la France insoumise ? Il ne m'appartient pas de le dire, je ne connais pas assez les membres de la France Insoumise pour vous dire pensez ça. À qui vous pensez par exemple à Daniel Obono, à des gens comme ça ? À plusieurs personnes, mais je pense que c'est une erreur. Clémentine Autain aussi ? Oui, bien sûr, mais je pense que c'est une erreur de Jean-Luc Mélenchon et je pense que électoralement et politiquement, je pense que ça va lui coûter cher. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois la République c'est moi et en même temps utiliser des mots comme islamophobe
après que Charb ait été tué dans les conditions dans lesquelles il ait été tué et qu'il ait publié de façon posthume un livre expliquant en quoi le mot islamophobie est une escroquerie en tant que telle. Donc Jean-Luc Mélenchon, à force de vouloir récupérer partout... on va dire pour nos auditeurs, Jean-Luc Mélenchon qui avait prononcé l'éloge funèbre de Charb, qui était son ami. Bien sûr, mais c'est d'autant plus incompréhensible. Moi, je ne remets pas en cause, évidemment, leur amitié ni la peine de Jean-Luc Mélenchon. Et vous vous dites, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il a évolué comme ça ? Mais j'observe qu'il y a une évolution et que j'observe qu'il y a surtout un manque de cohérence chez Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas citer Robespierre comme il le fait, parler d'indignité, de valeur de la République. Il est où le Mélenchon qui disait en haranguant les foules c'est indigne dans la République française qu'on refuse de serrer la main d'une femme parce qu'elle est une femme. Il est où ce Jean-Luc Mélenchon-là ? Il n'existe plus. Il est parti. Il a été remplacé par le Jean-Luc Mélenchon indigéniste et communautariste qui vit aujourd'hui en 2020 et qui se sert de cela pour exister en tant qu'opposant au président de la République. Et je le redis, ça lui coûtera cher, non seulement pour la prochaine élection, mais même avant, d'ailleurs, la prochaine élection, parce que je crois que dans son propre camp, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec ça. On va passer de Jean-Luc Mélenchon à Éric Coquerel, qui est l'un de ses porte-parole, on va dire, député de la France Insoumise. C'était le 19 octobre sur Sud Radio. Vous y étiez récemment à Sud Radio, je vais le citer. En référence à la période hitlérienne. Qu'est-ce qu'il déclare, Coquerel ? L'islam d'aujourd'hui est une religion qui subit un véritable racisme en tant que religion, ce qui est tout à fait possible, hein. Et il poursuit, comme l'a été à un certain moment, avec une autre ampleur évidemment, la religion juive. En clair, la France de Macron serait comparable à la France de Pétain et de Vichy. Vous étiez d'ailleurs au mémorial de la Shoah vendredi, hein, pour une visite, je crois, très émouvante. Comment vous jugez ce type de comparaison, qui était aussi une comparaison faite par Erdogan ? C'est lamentable, tout simplement. C'est lamentable, c'est inadmissible, c'est bête. Pardon de le dire comme ça, mais c'est stupide. C'est bête ou c'est dangereux ? C'est tout ça à la fois. D'abord, c'est stupide. Alors, je veux dire, où c'est de la manipulation. Ou c'est du négationnisme, peut-être. Où c'est de la manipulation et c'est dangereux. Ou c'est du négationnisme, effectivement, vous avez raison, et c'est également dangereux. Ou c'est de la bêtise. Ça veut dire qu'il méconnaît l'histoire. J'ai été effectivement au mémorial de la Shoah et j'étais à la fois avec un certain nombre d'imams, avec l'imam Chalgoumi, mais aussi avec les imams qui officient dans les mosquées dans le 93, j'étais avec monsieur le grand rabbin de France, j'étais avec le rabbin de Drancy qui était présent, nous étions avec le préfet, nous étions avec les élus de la République, nous étions avec le grand intellectuel Marek Alter, et tous ensemble, nous avons, avec des policiers, avec des élus, déposé des gerbes de fleurs en hommage devant le mémorial de la Shoah vendredi, et nous avons pu, avec le directeur du mémorial de la Shoah de Drancy, découvrir les endroits où sont passés tous les juifs de France qui ont été déportés, qui sont tous, m'a-t-il expliqué, passés un moment par Drancy, par cet endroit où l'on mettait les Juifs. Madame Simone Veil, elle-même d'ailleurs, est passée par cet endroit. Et en mémoire, en devoir de mémoire, ils ont installé un wagon pour nous rappeler les rafles. Et honnêtement... Et alors justement, je vous relance là-dessus. Mais je trouve ça indigne pour toutes les personnes qui ont été raflées, qui ont été déportées, qu'elles soient juives ou que ce soit parce qu'elles étaient communistes, homosexuelles, résistantes, tziganes, etc. Je trouve ça indigne de faire cette comparaison aujourd'hui. La France aujourd'hui ne rafle personne, ne déporte personne. C'est indigne de faire entendre le contraire. Donc là, vous parlez de la comparaison d'Éric Coquerel, qui est quand même un élu de la République, un dirigeant de la France Insoumise, un député à l'Assemblée nationale. Moi, je veux dire, je suis choquée qu'on ne le reprenne pas. Pardon de le dire, mais nous sommes là plusieurs jours après cette déclaration. Il devrait y avoir un scandale. Ça fait 2 mois. Exactement, ça fait des semaines. Ça devrait faire un scandale qu'on tienne des propos pareils. Pourquoi ? Parce que ça attise les haines. Et vous êtes un jeune musulman, vous habitez dans un quartier, vous n'avez pas entendu le discours du président de la République, soit parce que ça vous intéresse pas, soit parce que vous n'y avez pas accès, soit pour plein d'autres raisons. Et vous entendez ce monsieur et vous vous dites « Ah bon ? Ah bon, le président de la République a dit ça ? Ah bon, mais en fait, peut-être que je vis dans un pays qui déteste les musulmans, peut-être qu'on me déteste, et c'est comme ça que vous créez de l'exclusion. Et c'est leur fonds de commerce, donc c'est indigne. De l'exclusion, et puis ça peut aller jusqu'au terrorisme ? Le terrorisme, il se nourrit de ça. Le terrorisme, il se nourrit de tous les reculs de la République, mais il se nourrit aussi de ceux qui attisent les haines et qui attisent le communautarisme. Et là, ils attisent les haines, Mélenchon, Coquerel, Daniel Obono, Clémentine Autain et toute la France Insoumise. À partir du moment où on a une lecture identitaire des choses, on attise les haines. Que ce soit effectivement Madame Obono dans les propos qu'elle tient. Vous savez ce qu'elle m'a répondu, Madame Obono, quand même, quand j'ai parlé de la Marseillaise dernièrement, je parlais d'un déplacement, etc. Elle a répondu sur Twitter, c'est public, chacun peut le vérifier, que la Marseillaise, c'était un catéchisme républicain tout pété. C'est la citation par cœur, je m'en souviens encore, parce que ça m'a profondément
choqué. Et vous n'avez aucun élu de la France insoumise qui lui a demandé de supprimer ce tweet ou qui lui a dit « Attends, là tu vas trop loin, je me désolidarise ». Pour la France insoumise, notre hymne national, c'est un catéchisme républicain tout pété. Vous vous rendez compte d'où on en est dans le débat public ? Alors, puisque vous parlez de la mouvance indigéniste, Ouria Boutelja, qui est la porte-parole, qui a été la porte-parole du Parti des indigènes de la République, vous savez ce qu'elle fait ? Non. Elle est fonctionnaire à l'Institut du monde arabe, donc financée par le Quai d'Orsay. C'est normal ou pas ? Alors ça, c'est une question difficile que vous me posez parce que j'ai pas tous les éléments, donc je sais pas exactement quel est son statut, ce qu'elle fait, etc. Les salariés ont le droit de s'engager dans des associations et dans des partis politiques, y compris dans des partis politiques dont je ne partage pas les opinions. Maintenant, il faut voir quel est le dossier exactement. Alors, autre dossier, si l'on peut dire, le procès de Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. Dans sa plaidoirie au procès, Richard Malka a parlé des complicités intellectuelles qui ont conduit au massacre de Charlie et de l'Hyper Cacher. Il a accusé ceux qui, dans les milieux politiques, associatifs, intellectuels, de Rokhaya Diallo à Virginie Despentes, en passant par Daniel Obono ou Pascal Boniface, ont véhiculé, et je le cite, Richard Malka, les accusations de racisme et d'islamophobie qui ont nourri ce qu'il appelait, qui ont nourri la haine à l'égard du journal. Il a cité Pascal Boniface, qui avait dénoncé en 2012 dans l'Obs ce qu'il appelait à l'époque la ligne beauf-raciste des journalistes de Charlie du fait de la publication des caricatures. Eh bien, vous êtes d'accord avec Richard Malka ? Il a raison de mettre en cause ceux qui ont été complices intellectuellement des assassins de Charlie. Vous savez, en ce qui concerne par exemple Pascal Boniface, manifestement sur les réseaux sociaux, il nourrit une obsession à la fois pour vous-même et pour moi. Donc nous allons le réjouir avec cette émission qui se fera un plaisir de regarder, de re-regarder et très probablement de vilipender comme à son habitude. Il vous en veut beaucoup, Pascal Boniface, je sais pas pourquoi. Manifestement, il tweete très souvent sur moi. On ne s'est jamais rencontrés, mais il a même cité votre père récemment. Cette espèce d'obsession. Oui, instrumentaliser les liens familiaux des gens, c'est pas très glorieux. Ça dénote pas des valeurs très fortement ancrées. En tout cas, c'est pas les valeurs que je partage. Enfin, chacun est responsable de ses propos et de ses positions. En ce qui concerne Richard Malka, moi, je trouve qu'il a raison de pointer un certain nombre de responsabilités et de complicités, y compris intellectuelles. Et d'ailleurs, moi, j'observe que le président de la République est très courageux de mener ce combat et qu'on a besoin que chacun cesse les instrumentalisations. Vous ne pouvez pas avoir un président de la République qui s'engage fortement contre l'islamisme et des gens qui, à l'étranger, à dessein, traduisent mal son discours en remplaçant islamisme par islam partout, en faisant croire que le président de la République prononce des paroles contre l'islam. Notamment dans les pays musulmans, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. La presse anglo-saxonne aussi, et y compris ici, une part de la presse française, pardon, mais il y a un grand journal français qui a titré « Macron s'en prend aux associations musulmanes ». C'est pas vrai. Quel journal ? Et d'ailleurs, je ne vais pas le citer, chacun pourra faire ses vérifications, un grand journal de gauche, respectable au demeurant, mais voilà, j'ai aussi le droit de... Ma liberté est aussi celle de il y a le cas Plenel aussi. Plenel, c'est quoi ? C'est un compagnon de route des islamistes ? C'est un ennemi de la République, Plenel ? Des valeurs républicaines. Moi, je crois que chacun peut se faire son avis. Moi aussi, je suis traitée de laïcarde par Mediapart. J'en fais plutôt un titre de gloire. Je préfère que Mediapart me dise ça plutôt que jour Mediapart dira sur la laïcité. Marlène Schiappa a tout à fait raison. Vous poserez des questions. Voilà. Alors, donc, une polémique aussi, un autre dossier vous a opposé il y a quelques semaines, en tout cas opposé le gouvernement à l'Observatoire de la laïcité. D'abord, qu'est-ce que vous reprochez aux deux dirigeants de l'Observatoire de la laïcité, Jean-Luc Bianco et Nicolas Cadenne ? On avait compris que leur remplacement de ces deux personnes, Bianco et Cadenne, avait été acté par le gouvernement et que leur remplacement n'était qu'une question de temps. Est-ce que vous confirmez ? Alors, d'abord, moi, c'est pas une question pour moi de personne, c'est pas ad hominem. Et qu'est-ce que vous voulez faire de l'Observatoire de la laïcité ? Est-ce qu'il va rester en état ou pas ? Pour moi, c'est la bonne question que vous posez. La vraie question, c'est quelle structure et quelle feuille de route on lui donne. Et ensuite, la question des personnes, elle est importante, mais elle est secondaire, elle vient après. Quelles personnes mènent les feuilles de route qui sont indiquées. Le Premier ministre m'a demandé, en tant que ministre chargé de la citoyenneté, dans mon décret d'attribution, je suis chargée des questions de laïcité, le Premier ministre m'a demandé de lui faire des propositions d'évolution sur le portage de la laïcité dans l'appareil d'État. Donc moi, j'ai fait des propositions au Premier ministre pour faire évoluer l'Observatoire de la laïcité, pour renforcer le rôle d'une structure qui ne serait pas forcément un observatoire, mais d'une structure qui porterait la parole de l'État. Alors, c'est quoi cette structure ? Alors, c'est en cours d'arbitrage, donc le Premier ministre devra rendre ses arbitrages. Maintenant... Mais attendez, ça veut dire que l'Observatoire de la laïcité a vécu, il va être remplacé par autre chose ? À terme, c'est la position qui a été communiquée par le Premier ministre, tout en disant qu'il souhaitait que M. Bianco aille au bout de son mandat à la tête de l'Observatoire de la laïcité. Alors, on précise les choses, la fin de son mandat, c'est le 2 avril, je crois. Exactement. Donc chacun termine son mandat.
ce qui est, à mon humble avis, correct. Chacun finit son mandat. Monsieur Cadel, le secrétaire général, a dit dans une interview récente qu'il se projetait dans d'autres responsabilités pour la suite. C'est légitime. Et donc, il faudra poser la question des personnes le moment venu. Donc, on renvoie tout début avril. Ça appartient au Premier ministre. Ça appartient au Premier ministre. Autre dossier d'actualité, une professeure de droit, professeure agrégée de droit, Gwendoline Lardeux, qui est professeure à Aix-Marseille, est visée par une plainte de la Ligue des droits de l'homme pour propos antisémites et anti-musulmans. Cette professeure de droit assure, et je la cite, qu'on n'a aucune liberté de conscience en l'islam. Elle a dit ça dans le cadre d'un cours en visioconférence avec ses étudiants. Elle dit, si on est d'un père musulman, on est musulman à vie, une sorte de religion sexuellement transmissible. Et elle ajoute, on dirait du judaïsme, c'est pareil, c'est par la mère une sorte de MST, de RST, de religion sexuellement transmissible. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Ça, c'est pas possible parce qu'on n'est plus là dans la liberté d'expression, on est dans des appels à la haine vis-à-vis de personnes. La laïcité que je défends fortement, ce n'est pas la négation des religions et ce n'est pas l'irrespect des religions, puisque là, on n'est pas dans une publication satirique comme Charlie Hebdo, on est dans un cours dans une université. Maintenant, il faut qu'il y ait une mise en contexte. Est-ce qu'elle dit ça pour dire qu'elle dénonce ses propos ? Je ne le sais pas. Il y a une enquête qui est ouverte et donc il faut que toute la lumière soit faite sur ses propos. Et comment on en arrive à ça aujourd'hui ? C'est ça aussi la question. Comment un professeur peut, devant ses élèves, tenir de tels propos ? Ça, c'est une bonne question que vous me posez. Il faudra que la justice puisse se prononcer et qu'au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, il y ait un travail. Dans la société ? Parce qu'on parle d'un professeur, on peut parler aussi du monde intellectuel. Je pense qu'on confond beaucoup de choses. Et c'est pour ça que dès lors qu'on défend la laïcité, on nous dit vous êtes anti-religion. On n'est pas anti-religion. On est pour la séparation des églises et de l'État. C'est quand même singulièrement différent que d'être anti-religion. La laïcité, elle protège aussi la liberté de culte et le fait de pouvoir aller pratiquer son culte, de croire ou de ne pas croire sans être inquiété pour cela. C'est dans la loi de 1905 et c'est absolument fondamental. Donc je pense qu'il faut défendre cela aussi. L'antisémitisme, Marlène Schiappa, il y a l'antisémitisme d'extrême droite, ce vieil antisémitisme qui a conduit à la collaboration. Et puis, il y a l'antisémitisme, il est justement au séparatisme islamiste, donc ce que vous traitez dans votre projet de loi, l'antisémitisme des quartiers, des territoires perdus de la République, un antisémitisme qui a conduit à l'assassinat d'Ilan Halimi, de Mireille Knoll, au massacre de l'école de Toulouse aux Arts à Toura, ou à celui des Pères Cachers. Même question que précédemment, comment en est-on arrivé là ? Moi, vous savez, sur ces questions, j'ai beaucoup évolué parce qu'il y a encore une dizaine d'années, je considérais que c'était assez stigmatisant, au fond, de pointer toujours les quartiers populaires. Parce qu'en fait, l'antisémitisme en France, on parlait du mémorial de la Shoah tout à l'heure, hélas, il y a aussi une forme d'antisémitisme mondain, il y a un antisémitisme généralisé, il y a la France juive qui a été écrite, publiée, l'affaire Dreyfus, tout cela, ça n'appartient pas au quartier populaire. En revanche, ce que je veux dire, et la question sur laquelle moi j'ai beaucoup réfléchi, travaillé, rencontré et évolué, c'est qu'il y a manifestement une expression nouvelle, de nouvelles formes d'antisémitisme qui se fondent sur ça, mais qui se fondent aussi, notamment sur le conflit israélo-palestinien, et qui émergent dans un certain nombre de banlieues. C'est Mireille Knoll, vous avez absolument raison. C'est ce qui conduit à tirer une petite fille par les cheveux dans la cour de son école pour l'assassiner, ainsi que des enfants et des personnes à raison du fait qu'elles soient identifiées comme étant juives. Et donc cet antisémitisme, il est menaçant et il est un vrai danger. Et moi, je veux dire à tous les juifs de France qui nous écoutent qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir au gouvernement pour les protéger de cela et pour faire en sorte qu'on n'insulte pas, qu'on ne menace pas et bien évidemment qu'on ne tue pas des juifs parce qu'ils sont juifs en France. On va arriver à la fin de cette émission, Marlène Schiappa. 2022, c'est dans quelques mois, dans 17 mois. Sur quoi va jouer la présidentielle, d'après vous ? Sur le régalien, sur vos dossiers, la sécurité, la lutte contre le séparatisme ou la gestion du Covid ? Ce serait difficile à dire parce qu'un an et demi avant 2017, il aurait été difficile de donner les noms des candidats et de dire sur quoi la campagne allait se jouer. Moi, je pense qu'on n'est pas passif dans une campagne et donc il appartiendra au président de la République de dire s'il souhaite se représenter ou pas. C'est une décision. Oui, parce qu'il a dit je serai peut-être pas candidat. Oui, bien sûr. Donc vous en doutez de ça ou vous dites il sera candidat à tous les coups ou il peut ne pas être candidat ? Moi, je ne suis pas dans la tête du président de la République. Mais vous le connaissez bien. Moi, je souhaite que le président de la République se représente et qu'il puisse être élu, faire un deuxième mandat et aller au bout de la transformation du pays qu'il a amorcé. Mais cette décision ne m'appartient pas. Elle lui appartient. C'est très intime et c'est très personnel. Le président de la République, c'est un rapport entre le président de la République et le peuple. Et direct depuis l'élection au suffrage universel direct. Donc seul le président de la République peut dire ce qu'il sent, ce qu'il veut,
ce qu'il propose et ce qu'il souhaite faire et quand il souhaite l'annoncer. Donc, nous verrons le moment venu. Alors, il nous reste 17 mois avant la présidentielle. Oui. Donc, vous allez défendre votre projet de loi avec Gérald Darmanin. Mais est-ce qu'il y a de la place pour d'autres réformes, réforme des retraites, réforme sociale de grande importance? Est-ce qu'il y a encore de la place ou est-ce que le quinquennat, c'est terminé? Non, moi je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de choses. Réforme des retraites aussi? La réforme des retraites, pour moi, c'est vraiment pas l'urgence à l'heure actuelle, alors qu'on a beaucoup de gens qui sont dans une galère économique et sociale. Pas l'urgence, ça veut dire que c'est terminé, hein? C'est pas, je suis pas décisionnaire, je vous donne mon sentiment personnel. Je crois pas que les gens trépignent d'impatience en se disant l'urgence pour l'instant c'est la réforme des retraites. Il y en a qui avaient trépigné il y a quelques mois. Hein. Oui, il y a une pandémie là qu'on est en train de gérer. Je pense que c'est vraiment ça l'urgence et la priorité à l'heure actuelle. Après, nous au ministère de l'Intérieur, avec Gérald Darmanin, nous portons nos dossiers. Gérald Darmanin, c'est un ministre fort, un ministre courageux qui imprime beaucoup dans ce qu'il fait. Les gens entendent et écoutent ce qu'il fait, et je crois qu'il appartient à chacun de porter ses dossiers comme le fait Gérald Darmanin et comme je tente de le faire aussi. Et vous êtes confiante pour l'avenir? Et puis, est-ce que vous êtes heureuse où vous êtes? Confiante, je sais pas. Je crois qu'il nous appartient pas d'être confiant ou pas, mais d'être sur nos gardes et d'être dans l'action. Et heureuse, je vous dirai plus tard. On verra ça dans 18 mois, voilà. Après la présidentielle. C'est ça. Si vous avez gagné et fait fonctionner votre travail au service du président de la République, c'est ça? Non, on verra. Je crois que quand on est au gouvernement, on se pose pas la question de savoir si on est heureux. D'abord, honnêtement, on n'a pas le temps. Je peux pas faire pleurer dans les chaumières, des situations beaucoup plus difficiles que les nôtres, bien évidemment. Mais on a vraiment tellement peu de temps qu'on n'a pas le temps de faire d'introspection et de se demander si on est heureux. On essaye de bien faire notre travail. C'est pas toujours facile. On le fait pas toujours bien, mais en tout cas, on fait du mieux qu'on peut. En tout cas, j'espère que vous allez être heureuse là pendant ces 3/4 d'heure d'émission et après, merci à vous. Après le portrait qu'a dressé de vous Judith Mergui. C'était le moment de plaisir de la semaine. Merci en tout cas, Marlène. Merci à vous surtout, Frédéric Aziza. À notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Et à dimanche prochain. Merci.